Bonjour à tous, merci du coup d'être aussi nombreux et de me permettre de présenter donc le versant sur les recommandations actuelles dans le diabète. Je n'ai pas de lien d'intérêt financier avec l'industrie pharmaceutique, mais divers liens d'intérêt institutionnels. Donc les dernières recommandations du diabète de la HAS datent de 2013. On connaît le tableau, ça fait un moment. Et comme on l'a vu, il y a beaucoup de changements au niveau des thérapeutiques qui sont intervenus et au niveau du paradigme dont a parlé Rémi Boussageon. Donc la HAS a dit qu'il fallait réévaluer et il y a donc une note de cadrage qui a été effectuée pour préparer de futures recommandations qui sont en cours. En attendant, on peut essayer de voir ce qui se passe à l'étranger, parce que les sociétés savantes étrangères sont un peu plus réactives et il y a pas mal de changements. Au niveau francophone, quand même, la Société française de diabétologie a émis plusieurs prises de position. La dernière étant sortie il y a une semaine, elle n'est pas publiée, donc je ne vous la présente pas. Mais celle de 2019 reprenait le tableau de la HAS sur les cibles et commençait à modifier un petit peu les thérapeutiques recommandées. Dans deux situations principalement. La situation commune, les patients sans autres pathologies, qui sont donc en prévention primaire, et on proposait à peu près toutes les classes qui pouvaient s'y associer. Ce qui change un peu, c'est lorsqu'on arrivait sur le patient avec des risques cardiovasculaires, insuffisant cardiaque ou insuffisant rénal, où deux thérapeutiques en deuxième intention étaient associées, donc soit les analogues du GLP-1, soit les inhibiteurs de SGLT2, mais qui venaient du coup en bithérapie seconde. Du côté de la Suisse, les recommandations étaient un peu différentes, avec des bithérapies d'emblée, avec inhibiteurs de SGLT2 et metformine et analogue du GLP-1. Et après, on pouvait les additionner, les cumuler, faire ce qu'on voulait pour augmenter. Mais on part sur des bithérapies initiales chez ces patients. Et là, par contre, les objectifs glycémiques sont hyper stricts, avec une cible à 6-7%, ils visaient la normoglycémie. Et donc, suite à la présentation sur le changement de paradigme, est-ce qu'il y a des recommandations qui visent un peu moins? Il n'y en a pas, sauf une, en fait, qui provient du collège, l'American College of Physicians, en gros c'est l'Académie de médecine américaine, qui est la seule à recommander une cible glycémique entre 7 et 8%, donc on s'approche de ce que disait Rémi Boussageon, entre 7, 8, 9%, et qui est la seule aussi qui dit de déprescrire dès qu'une hémoglobine glyquée est inférieure à 6,5%. Ça repose donc, comme on l'a dit, sur l'étude ACCORD, où les patients étaient donc à 6,4% dans le groupe traitement intensif, sachant qu'il y a une nuance à avoir entre la cible et ce qui est obtenu. C'est-à-dire que la cible dans l'étude ACCORD, c'était inférieur à 6. Mais comme on n'arrive pas à 6, on voit que dès 6,5%, les patients étaient à ce niveau-là, il y avait du coup une augmentation de la mortalité globale de 15%. Et ça, c'est aussi une notion qu'il faut avoir dans les cibles. Il y a toujours une différence entre cibler 7%, et en fait, quand le patient est à 7,3%, on va dire que ça va, alors que des fois, la cible est plus basse. On a une tolérance quand on est médecin, parce qu'on est assez gentil avec les patients, et donc les cibles ont cet effet pervers d'être des fois très basses, pour plus de tolérance, mais sans bénéfice prouvé sur leur utilisation. Et donc le traitement intensif, c'est la répétition qui fait la pédagogie. Ça ne marche pas très bien. Donc là, j'ai repris une revue systématique un peu plus récente que celle de Rémi pour vous dire que même dans la durée, en presque 10 ans entre l'étude de 2011 et celle-ci, la mortalité toute cause du traitement intensif n'est pas baissée, cardiovasculaire non plus. On a effectivement une baisse des infarctus non fatals et de la microalbuminurie au prix d'une augmentation importante des hypoglycémies. Dans des études de cohorte, si on regarde aussi à quel moment est-ce qu'il y a un risque supérieur d'événements cardiovasculaires, on voit que quel que soit l'âge, les patients qui ont une hémoglobine glyquée inférieure à 7 ou inférieure à 8%, leur risque de mortalité globale ou cardiovasculaire par rapport à des patients non diabétiques, elle n'est pas franchement augmentée. On peut se discuter quand on arrive sur des valeurs beaucoup plus hautes à ce moment-là. Dans le monde, il y a globalement deux grosses sociétés savantes qui font l'histoire des recommandations. C'est la Société européenne d'études du diabète et l'Association américaine de diabétologie. Donc elles se sont mises ensemble pour faire des recommandations.
C'est un gros tableau. Il y a globalement deux parties à ce tableau. Une partie qui va être sur la gauche de votre écran, qui concerne les patients à haut risque cardiovasculaire avec une maladie rénale chronique ou une insuffisance cardiaque. On va y revenir après. Et il y a la partie de droite où c'est un peu le reste. Et donc, ils choisissent chez les patients qui n'ont pas ces pathologies-là, ils réfléchissent selon l'intérêt que le patient peut y porter. Donc, si on tente de minimiser les hypoglycémies, on peut à peu près tout mettre. Si on veut perdre du poids, on va être plutôt sur des inhibiteurs de SGLT2 et analogues du GLP1. Et tout à droite, dans la partie, quand il y a des problèmes de coût, on retrouve les sulfamides. C'est leur seule place. Grâce à la prise en charge à 100% des patients diabétiques en France, on peut du coup oublier un peu ce côté-là. Et donc on va revenir sur les patients à risque cardiovasculaire un peu supérieur. Où là, donc, c'est les recommandations pour la première fois, on va dire en 2019, disent qu'on peut prescrire chez ces patients à haut risque cardiovasculaire des traitements avec un bénéfice cardiovasculaire prouvé et à considérer de façon indépendante de l'hémoglobine glyquée. Donc qu'il soit à 7%, 8%, 9%, 10%, il y a une indication à ces traitements. Et donc quand on regarde les critères qui placent sur ce haut risque, donc les patients avec insuffisance cardiaque et insuffisance rénale chronique, bon, il y a des critères, on va préférer, comme on l'a vu juste précédemment, les inhibiteurs de SGLT2 qui ont un effet important. Et chez les patients avec une maladie cardiovasculaire établie ou des indicateurs de haut risque cardiovasculaire, plutôt les analogues du GLP-1 en priorité. Mais on voit que les critères qu'ils proposent au niveau du haut marqueur de risque cardiovasculaire, c'est l'âge supérieur à 55 ans associé à une hypertrophie ventriculaire ou des sténoses significatives. Donc en fait, c'est pas tant de patients que ça, alors que les patients diabétiques à haut risque qui sont inclus dans les études qu'on va voir après, ce ne sont pas ces critères-là qui sont pris. Les patients à haut risque, donc il faut se référer aux références aux recommandations de la Société européenne de cardiologie. Bon, il y a les patients qui sont à risque modéré. Pour cela, on va calculer leur risque. C'est des patients qui sont diabétiques depuis moins de 10 ans, qui n'ont pas de complications ni micro ni macro, et pour lesquels on va pouvoir calculer leur score 2, puisque le score a changé récemment, et donc pour calculer s'ils sont à haut risque. Pour les autres patients, ils sont tous à haut risque déjà. C'est-à-dire qu'un diabète depuis plus de 10 ans, ou une microalbuminurie, ou une autre micro-angiopathie, ça les classe directement dans le haut risque. Et le très haut risque, c'est quand il y a du coup de la prévention secondaire ou plus d'une complication micro-angiopathique. Rappelons le bénéfice du traitement. Ce qu'on veut, c'est éviter les complications, pas forcément baisser l'hémoglobine glyquée. Et que le patient accepte son traitement, le prenne et une qualité de vie confortable. Le mieux possible en tout cas. Et donc si on reprend les bénéfices des traitements, on retourne encore sur UKPDS, dont Rémi Boussageon a parlé assez longuement. Donc, dans cette étude, il y avait plusieurs bras, elle a été prolongée, et on trouve une baisse de la mortalité totale de 36% chez les patients sous metformine, une diminution des infarctus du myocarde. Cependant, pas de différence sur les complications microvasculaires, et comme on l'a aussi longuement répété, il n'y avait pas de placebo, pas d'aveugle, l'étude a été prolongée, les critères de jugement ont été changés. Pour ceux qui ont passé le SEN il n'y a pas si longtemps, si vous avez de la LCA là-dessus, l'étude, elle est ajoutée. Donc on fait des revues systématiques, et donc on reprend celle qui avait été faite, et là on s'aperçoit que la metformine n'a pas de bénéfice, ni sur la mortalité globale, ni sur la mortalité cardiovasculaire. On espère qu'il y ait d'autres critères qui sortent, toujours pas. Pas de bénéfice sur les infarctus, ni sur les complications micro-angiopathiques, ni sur les amputations, ni quoi que ce soit. On change de classe, on va passer aux analogues du GLP-1. Et donc, chez les patients diabétiques, l'étude la plus marquante, c'était l'étude LEADER, qui est sortie en 2016. C'était des patients qui ont été traités soit par liraglutide, soit par un placebo. Et dans cette étude, il y a eu une réduction de la mortalité globale et des événements cardiovasculaires. Alors, une réduction de la mortalité globale dans un critère de jugement prévu, c'est quand même assez rare dans les 10 dernières années. En gros, il y a eu pour le sacubitril dans l'insuffisance cardiaque, mais il n'y en a pas eu beaucoup d'autres.
Le problème, c'est que tous les patients de l'étude n'étaient pas en prévention primaire, il y avait une moitié en prévention primaire, une partie en prévention secondaire, et qu'il y avait une interaction significative, c'est-à-dire que le traitement n'était vraiment efficace que dans les patients en prévention secondaire, voire pas efficace du tout chez les patients en prévention primaire. Donc qui sont pourtant la plupart des patients qu'on va voir. Pour voir la prévention primaire, on va regarder du côté du dulaglutide, qui était un peu plus étudié là-dessus, où il y avait dans cette étude Rewind 70% de patients en prévention primaire, et l'étude a montré donc une baisse des événements cardiovasculaires, une baisse des AVC non fatales, et une baisse des néphropathies également. Lorsqu'on fait la synthèse sur une revue systématique de l'ensemble de ces médicaments, globalement, il y a un effet de classe qui a l'air d'apparaître, avec une baisse de la mortalité cardiovasculaire et une baisse de la mortalité globale également. Alors l'étude Pionnier 6 qui est très significative, c'est le semaglutide oral. Donc peut-être que ça sera pour un prochain congrès, mais c'est le premier analogue du GLP-1 oral qui pourrait peut-être aider aussi les patients à le prendre. Les inhibiteurs de SGLT2, on en a parlé pas mal sur beaucoup d'indications, donc on va revenir sur les premières études dans le diabète. Donc c'était l'empagliflozin qui a été la première grosse étude en 2015 à être publiée dans le New England, avec une baisse du critère de jugement principal sur les complications cardiovasculaires de façon impressionnante et en exploratoire. Alors on ne peut pas conclure sur un critère qui n'était pas prévu au protocole, mais elle baissait également la mortalité globale. Une nouvelle fois, c'est un problème parce que tous les patients étaient en prévention secondaire, donc on n'a toujours pas de données avec ces molécules en prévention primaire avec cette étude-là. L'autre point important, c'est qu'on voit que l'hémoglobine glyquée elle est passée elle est passée à 7,7% chez les patients traités versus 8,1%, donc 0,4% de différence. Compte tenu des autres données sur les autres études, il est évident que le bénéfice des molécules, des analogues du inhibiteur de la SGLT2 n'est pas lié à la baisse de l'hémoglobine glyquée. Pour la prévention primaire, on va parler de la dapagliflozin, qui est l'autre molécule qu'on peut prescrire en tant que généraliste maintenant en France. Donc l'étude d'Eclairtimi, qui avait inclus donc des patients à 60% en prévention primaire, et qui ont été suivis pendant 4 ans. Là, on trouve une diminution du critère de jugement principal, qui était des événements cardiovasculaires, la mortalité cardiovasculaire et l'insuffisance cardiaque, une baisse d'insuffisance rénale. Par contre, pas de baisse dans cette étude sur les événements cardiovasculaires. Cependant, lorsqu'on fait une revue systématique de l'ensemble des inhibiteurs de SGLT2, et même par molécule, parce qu'il y a d'autres études qui ont étudié la dapagliflozin, on retrouve quand même une baisse des événements cardiovasculaires, et sinon une baisse sur tous les critères de mortalité cardiovasculaire, mortalité toute cause et des événements cardiovasculaires. Et puis il y a les autres traitements. Donc les sulfamides qui n'ont pas montré du coup de bénéfice sur la mortalité, pas de bénéfice sur les événements cardiovasculaires, une diminution possible des photocoagulations panrétiniennes, mais c'était encore l'étude du KPDS, donc avec les biais qu'on lui connaît. À noter en plus, dans toujours la même étude, une possible surmortalité des patients lorsque les sulfamides sont associés à la metformine. Donc ça donne quand même pas très envie de faire des bithérapies metformine-sulfamide. D'où leur place dans les recommandations, et c'est pour ça qu'ils sont vraiment dans la catégorie quand il n'y a pas de problèmes de coût, parce que le système américain n'est pas comme le nôtre, et donc il faut quand même baisser peut-être l'hémoglobine glyquée dans leur paradigme. Les inhibiteurs de la DPP4, donc les gliptines, pas de baisse de la mortalité, pas de bénéfice sur les événements cardiovasculaires, et pour certaines molécules, la saxagliptine, une augmentation des insuffisances cardiaques. Et enfin, l'insuline, qui n'a pas démontré de baisse de la mortalité ni des événements cardiovasculaires, peut-être des photocoagulations également, en dehors des patients qui sont bien sûr symptomatiques et pour éviter les complications métaboliques, bien évidemment. Lorsqu'on fait on essaie de les comparer entre eux,
Donc, pour ça, on ne peut pas faire de comparaison directe avec les nombres de sujets à traiter, etc., parce que ce n'est pas les mêmes populations, donc c'est un truc qu'il faut vraiment éviter. Mais il y a des revues, des méta-analyses qu'on dit en réseau, où en gros les molécules sont comparées entre elles grâce à des comparaisons communes avec le placebo ou avec d'autres molécules entre elles. Et ben, on voit quand même que sur les critères d'événements cardiovasculaires, le 3-PMACE, donc les inhibiteurs de la DPP4, qui sont quand même facilement recommandés par les sociétés savantes, ne sont pas plus efficaces donc qu'un placebo. Au contraire, des analogues du GLP1 et inhibiteurs de la GLT2 qui sont les traitements les plus efficaces. Ces deux traitements sont aussi donc plus efficaces sur la mortalité de toute cause, la mortalité cardiovasculaire. La petite différence qu'on peut essayer de trouver entre les inhibiteurs de SGLT2 et les analogues du GLP1, c'est que les inhibiteurs de SGLT2, comme on voit sur le bas de la diapo, ils diminuent plus le risque d'insuffisance cardiaque, HHF c'est Heart Heart Failure, et les bénéfices rénaux également. Si on essaie de synthétiser un petit peu du coup les différents traitements, en première intention, chez tout le monde, c'est recommandé de traiter de la metformine. Et comme je m'attendais à la question du coût, la metformine, c'est 0,2 € par jour, donc effectivement, c'est pas cher. Et les recommandations internationales, c'est ce qu'elles disent, on va dire. La metformine a peut-être montré un bénéfice dans la prévention des événements cardiovasculaires, mais les méta-analyses récentes ou moins récentes ne retrouvent pas de bénéfice. Mais bon, ça baisse l'hémoglobine glyquée, et puis c'est pas cher. Les autres traitements, donc en deuxième intention, je les ai notés, le dulaglutide en prévention primaire, l'iraglutide en secondaire, DAPA et empagliflozin, ils ont montré leurs bénéfices donc sur les événements cardiovasculaires, le liraglutide sur la mortalité globale, et on voit que leur coût, il n'est pas si élevé que ça. Par rapport donc le liraglutide et le dulaglutide qui sont disponibles depuis maintenant pas mal d'années, c'est quand même 2,90 € par jour, 3 € par jour, alors que les nouveaux inhibiteurs de SGLT2, ils sont à 1,28 €, les deux ils sont au même prix, donc ils sont moins chers que les traitements injectables. Et donc ensuite, le ramipril, les statines, donc qui sont mis en protecteur cardiovasculaire, pas forcément en antihypertenseur, qui ont montré un bénéfice, ils coûtent eux pas cher. Et les antiagrégants plaquettaires, donc l'aspirine, comme l'a redit Rémi Boussageon, en prévention primaire, le bénéfice était inexistant du fait d'effets secondaires importants, de saignements qui sont aussi fréquents en fait que les événements cardiovasculaires évités, et par contre un bénéfice en prévention secondaire. En conclusion, donc, les recommandations proposent donc des nouveaux traitements avec des caractéristiques des patients à prendre en compte. On va regarder s'ils sont insuffisants cardiaques, s'ils ont une néphropathie, s'ils sont au risque cardiovasculaire, et on va pouvoir traiter indépendamment de l'hémoglobine glyquée, et ça, c'est un pas vers le changement de paradigme. Un pas seulement. Les analogues du GLP1 inhibiteurs de la GLT2 ont montré un bénéfice, indépendamment de cette hémoglobine glyquée, sur des critères cliniques, et dans les traitements du diabète, c'est assez novateur. Ce qui reste plus difficile, c'est d'extrapoler ces études. Comme on a vu, les recommandations mettent des critères de haut risque cardiovasculaire qui ne sont pas ceux des études. Les patients incluent des fois c'est de la prévention primaire, des fois de la prévention secondaire, des différences entre les molécules, même s'il y a un effet de classe quand même qui a l'air de se dessiner. Et donc, elles sont parfois un peu dures à transposer ou à appliquer dans les recommandations, des fois qui sont simplifiées pour aider ou pas. Et il est difficile dans les recos quand même de prendre le recul sur les cibles, puisque malgré ces critères cardiovasculaires, néphro qui sont mis en place, il y a toujours la ligne d'après qui dit si l'hémoglobine glyquée cible n'est pas atteinte, rajoutez un traitement. Et donc, ne pas oublier des traitements à rajouter qu'il faut plutôt privilégier, qui sont les statines et les IEC chez les patients diabétiques. Je vous remercie.